Après son évasion manquée de Fleury-Mérogis, Bruno Soulac dans un état grave, le sous-directeur et un gardien de la prison placés en garde à vue. Question au lendemain des cantonales, quel mode de scrutin pour les législatives de 86? Bataille des villes, combats aériens, bataille dans les marais, la phase la plus violente de la guerre entre l'Iran et l'Irak depuis 4 ans et demi. Margaret Thatcher va former un cabinet de guerre, c'est pour mettre un terme aux exactions des hooligans du football britannique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un prisonnier très en vue, grièvement blessé après une tentative d'évasion manquée, un sous-directeur de la prison et un gardien placé en garde à vue, au moins pour s'en expliquer, voilà qui est assez singulier pour attirer notre attention. Tout cela s'est passé aujourd'hui à Fleury-Mérogis, près de Paris, dans le quartier spécial des DPS, les détenus particulièrement signalés, quartier réputé inviolable. Et pourtant, Bruno Soulac s'en est échappé. Bruno Soulac, c'est le roi de l'évasion, le braqueur aux mains propres, l'Arsène Lupin des temps modernes. Derrière ces surnoms pleins de romantisme se trouve un homme étrange, délinquant brillant, qui va peut-être cette fois payer de sa vie son dernier pied de nez à la société. Chantal Bretz. Bruno Soulac, obstiné à s'évader, fût-ce au prix de sa vie, comme il vient de le démontrer, semblait tout aussi obstiné à retourner en prison, multipliant les hold-up de plus en plus audacieux. 19 instructions étaient en cours contre ce Yougoslave de 29 ans qui avait raflé plusieurs milliards de centimes dans des bijouteries de luxe et qui mettait un point d'honneur à ne jamais tirer un coup de feu. D'où cette image romantique d'un Arsène Lupin moderne en proie au mal de vivre. Depuis qu'il avait été arrêté dernièrement, c'est-à-dire depuis qu'il était en détention depuis 1 an, s'était permis d'avoir une chronique mensuelle dans un quotidien littéraire. C'était quelqu'un qui se penchait sur son passé, qui commençait à écrire ses mémoires. C'était quelqu'un qui recherchait toujours à savoir un petit peu plus, à se connaître lui-même et à connaître les mécanismes qui l'avaient poussé dans cette délinquance. Il était parfaitement récupérable. Ce soir, Bruno Soulac lutte contre la mort, le foie éclaté, la rate et un rein détruit. À 2 heures du matin la nuit dernière, l'ancien légionnaire, surpris par des gardiens, a sauté du 2e étage du bâtiment administratif de la prison de Fleury-Mérogis et s'est écrasé après 8 mètres de chute. On a retrouvé sur lui un émetteur-récepteur et dans sa cellule des explosifs. Il avait réussi à franchir plusieurs grilles verrouillées. Manifestement, Bruno Soulac a bénéficié de complicité. En fin de journée, un sous-directeur stagiaire de la prison et un gardien ont été placés en garde à vue. Finalement, les cantonales 85 sur fond de législative 86 n'ont pas failli à la grande tradition des élections françaises. Tout le monde est content et pense que les autres ont toutes les raisons de se faire des cheveux. Il n'empêche que cela repose sur des faits objectifs, les chiffres, et que le reste n'est que question d'interprétation politique. C'est là que se fait la différence quant aux conclusions à en tirer. Alors, ces chiffres, que nous n'avions pas tous hier soir, les voici. La carte de France métropolitaine fait apparaître clairement la domination départementale des partis de l'opposition sur ceux de la majorité gouvernementale. La droite contrôle désormais 69 conseils généraux sur 95. Elle enlève du même coup 10 présidences supplémentaires, dont celle de l'Isère où Louis Mermaz, qui subit une défaite personnelle, s'efforcerait, apprend-on ce soir d'ici vendredi, de constituer une nouvelle majorité avec des divers droites et des sans étiquette. Une initiative qui ne manque pas d'intérêt sur le plan politique au moment où la promotion d'un centre est d'actualité. Affaire à suivre donc. Pour en venir au compte du 2e tour, en siège, 2 chiffres sont à retenir. Moins 248, c'est le nombre de cantons perdus par la gauche, plus 381, c'est le nombre de cantons gagnés par la droite. Si la majorité n'enlève aucun département en métropole, elle en conquiert 2 outre-mer, en Guyane et en Guadeloupe. Traditionnellement, la physionomie des résultats en Guadeloupe est à contre-courant de ce qui se produit en métropole. La gauche détient à présent 24 sièges, la droite 18. La Guyane passe également de l'opposition à la majorité. Le Parti socialiste guyanais dispose désormais à lui seul de la majorité absolue après avoir conquis 3 sièges. À la Martinique, l'opposition, avec 26 sièges contre 19, conserve la présidence de l'Assemblée départementale, mais l'écart droite-gauche s'est sensiblement réduit. À La Réunion, la droite reste également majoritaire avec 25 sièges sur 36, mais le RPR perd 2 bastions, l'un au profit du PS, l'autre au profit de l'UDF. Enfin, à Mayotte, pas de changement. Le mouvement populaire mahorais conserve la majorité malgré un déficit de 5 sièges, dont 4 ont été enlevés par le RPR.
Dès hier, dans notre soirée spéciale cantonale, vous avez pu entendre les commentaires à chaud des responsables politiques. Si vous les avez manqués, en voici un assortiment. Nous avions enregistré dimanche dernier ce que j'ai appelé un début de remontée. Il est à l'évidence confirmé et plutôt accentué ce dimanche. 1,5 point à peu près. Et j'observe, oui au moins, et j'observe qu'il l'est dans la mesure où il y a davantage de votants. Cela ne peut que confirmer ce qui est notre analyse depuis déjà de longs mois, à savoir qu'une partie de ceux qui ont fait confiance à la gauche en 81 pouvait être sur la réserve. Et il est vrai que la politique que nous menons est difficile, qu'elle peut provoquer ici ou là des résistances, des impatiences, des mécontentements. Mais que ces gens, dans leur très grande majorité, ils ne sont pas passés à droite. La droite n'a pas gagné dans l'opinion. Il semble bien que les électeurs aient voulu, comme lorsqu'au premier tour ils nous ont donné la majorité à l'opposition parlementaire, qu'ils aient voulu à ce deuxième tour confirmer une sorte de message qu'ils nous ont passé, c'est-à-dire la mission de préparer l'avenir. Quand on sait que la combine, dans le fond, entre M. Chirac et Le Canuet d'un côté et les socialistes de l'autre, a consisté à faire pour M. Chirac et Le Canuet voter pour la gauche, et en échange de bons procédés, si j'ose dire, et de mauvaises manières, la gauche a voté pour les candidats de M. Chirac, mais on s'aperçoit qu'avec cette tactique-là, eh bien, il y a beaucoup de conseillers généraux qui auraient dû être ce soir à l'opposition et qui sont restés à la gauche. Ces gens-là peuvent dire merci M. Chirac. Pendant un mois d'élection cantonale, le Parti socialiste a réussi à ne pas parler de lui-même, à camoufler ce qui intéresse les Français, l'emploi et le chômage, à ne parler que de l'adversaire, de M. Le Pen et du parti qu'il avait créé. C'est une pure manœuvre politique. Les Français ne s'étudieront pas, ça ne jouera pas deux fois, vous savez. Mais je fais observer que les électeurs socialistes eux-mêmes sont extrêmement mécontents. Ils ne l'ont pas seulement manifesté en ne reportant pas leur voix sur des candidats communistes, ils l'ont manifesté en ne votant pas pour des candidats du Parti socialiste qui va perdre un certain nombre de départements. Par conséquent, ce scrutin, il a surtout comme signification l'existence d'un fort mécontentement dans le pays, et c'est précisément l'analyse que nous avons faite à notre congrès en ouvrant des perspectives nouvelles pour les Françaises et les Français. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour le monde politique et aussi les citoyens, c'est cap sur les législatives de 86. Mais la question centrale est celle du mode de scrutin. Y aura-t-il ou non une dose de proportionnelle, et quelle dose? Alors, les résultats des cantonales, Michel Naudy, plaident-ils en faveur d'un nouveau mode de scrutin? Eh bien, à proprement parler, ces deux tours d'élection ont apporté qu'un élément nouveau. Mais c'est un élément extrêmement important, c'est l'aversion manifeste d'une grande partie de l'électorat de droite pour les candidats du Front National. Et c'est peut-être de là que viendra la différence, que viendra une situation nouvelle, ou du moins l'esquisse d'une situation nouvelle. En effet, réfléchissons un peu. Dans la mesure où la gauche peut difficilement désormais espérer l'emporter seule en 1986, il lui reste une possibilité, c'est celle d'éviter que l'UDF et le RPR ne le fassent à sa place. Pour cela, il y a un seul moyen, c'est la proportionnelle, qui, à l'inverse du mode de scrutin actuel, valorise les différences au lieu de laminer les sensibilités. Une proportionnelle qui, ne l'oublions pas, figure au programme de François Mitterrand et présente en outre l'avantage de traduire plus fidèlement la réalité du corps électoral. Dans une telle hypothèse, la droite pourrait être placée devant un choix très difficile. Ou bien pactiser avec M. Le Pen à l'Assemblée et risquer le discrédit et l'éclatement, ou bien refuser une telle alliance, mais par contre-coup se priver du pouvoir. Le piège est évident. De toute manière, on n'aura plus longtemps à attendre, ce sera sans doute pour la prochaine session du Parlement. L'Iran et l'Irak se livrent depuis une semaine la bataille la plus importante depuis le début de la guerre en septembre 80, sans qu'on puisse connaître exactement la situation. Bataille des villes, l'Irak aurait bombardé Téhéran et 7 autres villes iraniennes. L'Iran affirme avoir abattu 4 avions irakiens. Sur le front sud, dans les marais irakiens, les combats auraient fait 27 000 morts en une semaine. Aggravation telle du conflit que le président égyptien Moubarak et le roi Hussein de Jordanie se sont déplacés aujourd'hui à Bagdad pour y rencontrer le président irakien Saddam Hussein, qui semble bien avoir besoin d'une aide militaire supplémentaire. Joël Hazard. Chaque soir, la télévision irakienne diffuse ces images du front. Mais depuis hier, la présentation des militaires qui partent vers le sud dans l'enthousiasme s'accompagne de communiqués on ne peut plus victorieux.
Pour Bagdad, ça ne fait plus aucun doute, les soldats irakiens viennent de remporter la bataille des marais de Hoveza. Les communiqués militaires ont insisté sur l'ampleur des combats et souligné qu'il s'agissait de la plus grande bataille jamais livrée depuis le début de la guerre. Ces morts iraniens se comptent par milliers. Bagdad affirme avoir tué dans la seule journée de samedi 15 000 soldats iraniens. Un grand nombre de pasdaran iraniens, gardiens de la révolution, auraient trouvé la mort au cours de l'attaque sur l'axe routier Bagdad-Basra. Car c'est confirmé depuis ce soir par l'Irak. Les forces iraniennes avaient réussi à franchir le Tigre et couper pratiquement la route qui relie la capitale irakienne à tout le sud-est du pays. La percée la plus profonde jamais effectuée par les forces iraniennes en Irak depuis le début de la guerre. C'est dire l'enjeu des combats qui se sont livrés iraniens et irakiens. Pour l'heure, les Irakiens affichent leur victoire et exhibent les prisonniers. La poussée des Iraniens semble contenue, mais l'issue de cette bataille des marécages reste incertaine. Face au nombre et à la détermination des hommes de Khomeini, les Irakiens opposent la supériorité de leur matériel militaire, mais les Iraniens auraient massé sur le front sud 90% de leurs forces présentes sur l'ensemble du front. En dépit de leur demi-échec, il n'est pas exclu qu'ils reviennent à la charge. Vous reprendrez bien un peu de poisson. En échange, je prendrai volontiers un peu de vin et des fruits. Dialogue imaginaire entre 10 ministres européens des Affaires étrangères et leurs futurs partenaires. C'est schématique, mais c'est bien de cela qu'il est question, avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Une nouvelle réunion à Bruxelles aujourd'hui, la dernière, si l'on veut respecter le calendrier, a donc commencé. Question: a-t-elle une chance d'aboutir, celle-ci, ou faudra-t-il remettre à plus tard l'élargissement de la famille européenne? Pierre-Yves Calizot. Le maintien de l'Espagne dans l'OTAN, de nouvelles ressources budgétaires pour la communauté, tels sont les deux points très importants liés à l'entrée de l'Espagne et du Portugal au sein de la communauté le 1er janvier 1986. On comprend qu'ici, à Bruxelles, on veuille coûte que coûte parvenir à un accord. Mais si tel n'était pas le cas, la déception des Espagnols serait immense et leur réponse à un référendum qui doit avoir lieu début 86 chez eux sur le maintien de leur pays au sein de l'OTAN risquerait d'en subir de graves conséquences. D'autre part, la communauté, qui n'a toujours pas de budget pour cette année 85, ne peut espérer une augmentation de ses ressources propres qu'en passant à 12. Les discussions seront longues, mais on ne désespère pas parvenir à un accord, en particulier dans le domaine de la pêche et de l'agriculture. En ce qui concerne la pêche, la présidence italienne a soumis un compromis sur lequel la France, semble-t-il, demande davantage de précisions chiffrées. Nous tiendrons bon sur les points essentiels, fruits et légumes, vin et restructuration de la flotte espagnole, a souligné Roland Dumas, mais contrairement à certaines rumeurs, nous restons ouverts à toute discussion. Le Premier ministre britannique Margaret Thatcher est en train de se lancer dans un de ses exercices favoris, une croisade. Dans son collimateur, ceux qu'on appelle les hooligans du football britannique. Au pays du fair play et des gentlemen, ils pillent et saccagent les stades et aussi leurs spectateurs. Bilan du dernier match dans la banlieue de Londres mercredi dernier, 41 blessés, 31 policiers et 10 spectateurs. Soutenue par une opinion publique rouge de honte et de colère, Margaret Thatcher passe à l'attaque. Dominique Champeau. Dans les années 60, on était mods ou on était rockers. Et Londres frémissait déjà. Aujourd'hui, en Angleterre, on est toujours un peu rocker, pas mal punk et quelquefois skinhead. Autre temps, autre mœurs, et pas de relation de cause à effet dans cette évolution, si ce n'est cette volonté presque héréditaire pour la jeunesse britannique de se fondre dans un groupe, d'appartenir à un clan. Autrefois, la popularité des rockstars s'évaluait en fauteuils brisés. Les Stones, les Beatles ayant quitté les hit-parades, en entrant dans les stades, les fans d'hier sont devenus hooligans. Ils ont planté en d'autres lieux cette violence provocatrice qui a toujours été le fait d'une société britannique obsédée par ses classes sociales, ses titres et le fameux establishment. Pour ces jeunes qui n'ont aucun espoir dans la vie, le principe de la loi et de l'ordre, du respect de l'ordre public, ne signifie absolument rien. Ils n'ont aucune part à cet ordre public. L'ordre public, c'est pour protéger les gens qui ont quelque chose à défendre ou qui ont quelque chose à conserver. Mais eux, ils n'ont rien à perdre. Alors, au contraire, ils se sentent plutôt pleins d'agressivité vis-à-vis des possédants. Alors bien sûr, la bonne société crie shocking et Maggie s'en va en guerre.
Au nom des grands principes, bien sûr, mais en guerre contre quoi? Contre le chômage, contre la récession, la vente libre de l'alcool? Comment combattre un fléau social? Plus difficile que de partir en guerre contre les mineurs ou contre les Argentins aux îles Malouines, aux Falklands, comme nous l'appelons. Je crois qu'il est question vraiment de rendre plus dissuasives les verdicts, les sentences des tribunaux. Pour certains débordements, il pourrait y avoir des condamnations à des très longues peines de prison. Conservateurs et classe moyenne, bref, tout l'électorat de Mme Thatcher monte au créneau. Il en va du renom de l'Angleterre et de l'établissement. Déjà, la notion de fair play a perdu beaucoup de sa signification. Tout baisse aujourd'hui, le dollar et la bourse. Alors y a-t-il une relation de cause à effet entre les deux? C'est ce que va nous dire Henri Loret. Mais écoutez, alors que le déficit de la balance des paiements des États-Unis a doublé pour atteindre 105 milliards de dollars en 1984, et que les rumeurs de crash bancaire se propagent en Ohio, le dollar a perdu 8 centimes à Paris. Baisse également en effet pour la bourse de Paris qui a sans doute perdu son souffle la semaine passée en cumulant les records. Manquant d'enthousiasme, le marché a cédé 0,30% aujourd'hui. À New York, où l'on nourrit de sérieux doutes sur l'activité économique, le marché des titres reste momentanément anémié. L'indice Dow Jones, à une heure de la clôture, était stable. 970 milliards de dollars, c'est le montant de la dette du tiers-monde à la fin de cette année, si l'on en croit un rapport de la Banque mondiale. Une somme qui fait rêver quand on se souvient qu'il y a 5 ans seulement, on pensait que les pays en voie de développement ne pourraient jamais payer leur dette. Elle atteignait alors 600 milliards de dollars. La hausse des taux d'intérêt est passée par là et pourtant, paradoxalement, pour la première fois depuis le début de la crise, la situation du tiers-monde s'est améliorée. Mais oui, dans les pays pauvres, on a remboursé plus d'argent qu'on en a emprunté l'année dernière, bien entendu. Il s'agit de statistiques générales. La situation de pays comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique s'améliore. Les pays africains les plus démunis, au contraire, s'enfoncent. Pour ceux du Sahel, par exemple, les experts du Fonds monétaire international devront faire preuve d'un peu plus d'imagination, car il est malheureusement acquis que les potions amères imposées en Amérique latine n'y suffiront pas. Les chiens de traîneau reprennent du service ces temps-ci. On ne sait pas pourquoi, ils sont très à la mode. On a pu en voir à l'œuvre dans ce qui est, si l'on peut dire, leur vocation, ce week-end à Lapès, dans le Jura. Une course de 65 km par un temps de chien, naturellement. Gérard Pinson. Renseignement pris, ils sont plus heureux dans la neige du Jura qu'à l'arrière d'une Super 5 place de l'Alma. Samoyèdes de Laponie, Husky de Sibérie, Groenlandais ou Malamutes, tout de blanc poilu, les chiens de traîneau et leurs yeux bleus font des ravages depuis quelques années en Europe. Ces animaux entre chiens et loups adorent la viande rouge, les longues courses, le froid et la bagarre. Si vous voulez devenir un bon musher, il ne vous suffira pas d'acheter des chiots de Husky à 5000 francs pièce, il faudra ensuite qu'ils vous obéissent à la voix seulement. À Lapès, dans la forêt du Massacre, un Suisse et son attelage de 8 chiens ont triomphé en 5 heures 11 minutes sur ce parcours de 65 km qui ne rappelle encore que d'assez loin la légendaire Iditarod, une course de 1200 km en Alaska. Le temps, demain, la France sera divisée en 3 zones. À l'est, de la Lorraine aux Alpes, des nuages et encore de la neige. À l'ouest, de la pluie. Et entre les deux, du beau temps, mais frais, avec des brouillards givrants le matin. La carte des températures, d'ailleurs, vous allez le voir, n'a strictement rien de printanier. Sauf sur les côtes, il gèlera partout pendant la nuit, et même un peu plus fort que la nuit dernière. Ce temps d'hiver ne fait pas grelotter que nous. Regardez plutôt à quoi ressemble Rome depuis hier. On n'a pas vu cela un 18 mars depuis tellement longtemps qu'aucun Romain ne se souvient de l'avoir vu. Et c'est dans toute l'Italie comme ça. Au nord du pays, une mauvaise épidémie de grippe s'ajoute à la vague de froid. Après la neige, la mer dans quelques instants. Thalassa ce soir fouille les fonds marins à la recherche de vestiges de la marine en bois. Très beau.
Avant de nous quitter, le rappel des titres de l'actualité. Ah oui, et puis demain soir, nous avons rendez-vous à 22h40 après Manon des Sources. À demain, bonsoir. Évadé de Fleury-Mérogis, Bruno Soulac dans un état grave, le sous-directeur et un gardien de la prison placés en garde à vue. Question au lendemain des cantonales, quel mode de scrutin pour les législatives de 86? Bataille des villes, combats aériens, bataille dans les marais, la phase la plus violente de la guerre, Iran-Irak. Margaret Thatcher va former un cabinet de guerre, c'est pour mettre un terme aux exactions des hooligans du football britannique.